Et nous poursuivons les interviews sur le plateau télé. Nous allons parler finances décentralisées. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Saunier. Vous êtes directeur général de Diapason, fidèle d'Univers Suite.net. On en est ravis. Diapason, éditeur de logiciels pour la gestion de trésorerie. Avec vous, comme je le disais, on va parler finances décentralisées, blockchain, tokenisation, monnaie numérique. On va tout comprendre et surtout, qu'est-ce que ça change pour le trésorier? Première question, tout simplement, qu'est-ce qu'un actif ou une monnaie numérisée? Alors, la tokenisation, c'est un processus qui consiste à représenter un actif, alors de quelque nature que ce soit. Là, on va se focaliser sur les actifs financiers. Donc, il peut s'agir de monnaie, il peut s'agir d'obligations, d'actions, de fonds. Donc, de représenter cet actif-là sous forme d'un jeton numérique qui est déployé sur une blockchain publique ou privée. Oui. Alors, on peut constater, pour schématiser un petit peu les choses, trois grandes tendances derrière tout cela. Il y a d'une part ce qu'on appelle les stablecoins. Alors, les stablecoins, ce sont des cryptoactifs dont la valeur est corrélée à un actif sous-jacent, exactement. Alors, ça peut être tout type d'actifs. En réalité, ce qu'on voit, c'est que 90% des stablecoins sont en réalité corrélés ont une valeur qui est corrélée sur le dollar. Alors, après, il y a différents modes de corrélation. Ça peut être une corrélation algorithmique, ce n'est pas forcément très fiable, ou une corrélation qui est liée à un collatéral en cash ou en titre derrière le stablecoin. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance qu'on rencontre, c'est ce qu'on appelle le real world asset, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui proposent de convertir ou de représenter plus exactement d'ailleurs des actifs existants, des actifs traditionnels existants sous forme de jetons numériques. Donc les acteurs qui proposent ça. Alors les actifs les plus emblématiques dans le domaine, ce sont les bons du Trésor américain. Donc aujourd'hui, il y a énormément de bons du Trésor qui sont accessibles sur les marchés, sur ces marchés-là et sur ces technologies-là. Donc ce qui démocratise d'ailleurs très fortement l'accès à ces classes d'actifs-là. Il n'y a pas que ça. Il y a également des actifs obligataires qui sont disponibles sur ces mêmes plateformes. Et la troisième grande tendance, c'est la création native d'instruments financiers qui sont tokenisés. Donc vous avez aujourd'hui des établissements publics ou financiers privés qui émettent des titres, qui émettent de la dette en particulier, nativement tokenisés. Alors c'est beaucoup d'obligataires, pas uniquement, mais quand même beaucoup d'obligataires. Et là, vous avez la BEI, par exemple, qui a fait une émission de BEI, d'obligataires tokenisés, et puis des banques comme JP ou de plus en plus d'organismes bancaires qui émettent effectivement de la dette tokenisée. Alors, tous ces actifs, ces monnaies numérisées et tous ces nouveaux termes d'ailleurs de blockchain, de tokenisation qui n'existaient pas il y a quelques années, on les connaît. Mais néanmoins, vous parliez de tendance. On en est aujourd'hui au début, au cas d'usage. Et quels sont-ils pour ceux qui n'ont pas encore justement mis un doigt de pied dans cet univers ? Alors, dans le domaine de la trésorerie, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a effectivement deux grands cas d'usage qu'on peut évoquer, alors qui aujourd'hui sont très marginalement exploités. C'est d'abord dans le domaine des paiements, on va y revenir un peu plus dans le détail, et en particulier transfrontalier, pas que, mais il y a quand même principalement ça, et également dans le domaine des investissements financiers ou des instruments financiers au sens très large du terme d'ailleurs. Quels sont alors les avantages, vous le disiez, balisez-nous d'avoir une monnaie numérisée, typiquement en matière de paiement? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est une vraie opportunité pour un trésorier? Alors, il existe des acteurs maintenant, aussi bien bancaires que fintech, qui proposent des solutions permettant de faire du paiement sur ces architectures décentralisées. En quelques mots, ça consiste en fait l'émetteur du paiement va émettre dans sa monnaie fiat. Vous avez le prestataire de service qui va convertir cette monnaie fiat en un stablecoin. Et à l'arrivée, le bénéficiaire réceptionnera son règlement dans sa monnaie fiat après conversion du stablecoin en monnaie fiat. Alors, l'avantage de ce type de technologie, c'est que c'est instantané. Et quand on est sur des paiements cross-border, vous savez que parfois, vous avez tout un circuit de correspondants qui peut amener à des... qui reste important et qui amène du délai. Qui amène du délai. Bien sûr. C'est pas toujours forcément très facile de suivre où se trouve effectivement le cash à un moment donné. Ça peut prendre plusieurs jours. Donc là, c'est instantané. Donc ça, c'est vraiment le premier très gros bénéfice
pour les trésoriers. Alors, et c'est valable aussi bien pour du paiement cross-border interne qu'externe. Donc en interne, ça c'est un cas d'usage qui peut être assez facilement mis en place dans le cadre d'un cash pool par exemple, ou d'une remontée, une redescente de fonds avec un pays effectivement où il y a un circuit de correspondant un petit peu compliqué. On peut avoir effectivement une de ses filiales. Exactement, une de ses filiales qui va pouvoir faire une remontée de fonds de façon quasi instantanée. Alors, avant de parler de virement tiers. Le virement tiers c'est possible aussi, mais forcément un petit peu plus compliqué. Le deuxième avantage qui est lié à la désintermédiation, c'est le coût, assez naturellement. C'est que ça coûte beaucoup moins cher, effectivement, qu'un virement traditionnel qui est très intermédiaire, avec tout un circuit de correspondance. Bien sûr. Donc voilà, il y a vraiment des avantages très concrets et puis des expérimentations qui ont été menées qui démontrent qu'effectivement, ces avantages sont vraiment présents. Ces nouvelles technologies, en effet, bouleversent les structures de coûts et on le voit dans différents secteurs en supprimant de nombreuses intermédiaires. Donc, chers trésoriers, c'est aussi le cas pour vous. Qu'en est-il dans le domaine des investissements financiers ? Alors, dans le domaine des investissements financiers même des instruments financiers d'une façon générale, on va en fait retrouver déjà des avantages assez similaires à ce que j'évoquais sur les actifs de règlement, sur les paiements. Oui. C'est-à-dire que l'investissement est également quasi instantané, entre la négociation et la réalisation de la transaction. C'est du quasi instantané, c'est qu'on n'a plus effectivement à respecter du T+1 ou du T+2 qu'on peut avoir sur des marchés traditionnels, et ça dans le domaine de la trésorerie c'est fondamental, naturellement. Ça c'est le premier élément, donc c'est également désintermédié et également impact en termes de coûts, assez naturellement. Donc ça c'est très similaire à ce que j'évoquais dans le domaine des paiements. Après il y a un autre élément, c'est que ça permet une démocratisation de l'accès au marché de capitaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est des marchés, il y a certains de ces marchés, alors cela c'est plus côté dette, si vous voulez, côté émetteur de dette, des marchés de capitaux qui ne sont pas forcément aujourd'hui accessibles par des ETI. Oui. Et là, il y a un accès beaucoup plus facile, effectivement, à des instruments tokenisés au travers de ces typologies de plateformes. Et ça va tout à fait d'ailleurs dans le sens de ce qui est préconisé par l'Europe aujourd'hui, donner un accès au marché de capitaux aux ETI. Voilà. Et puis un dernier élément un petit peu plus exploratoire, c'est que on aura dans le futur proche la capacité d'avoir les 3 grandes étapes d'investissement au sein d'une même plateforme ou de plateformes qui sont interopérables. Donc ces 3 étapes, c'est la négociation, les règlements livraison et ultimement la conservation des titres. Voilà. Alors je dis c'est un petit peu exploratoire parce qu'aujourd'hui l'actif de règlement qui va permettre de régler la transaction en tant que telle n'est pas encore vraiment déployé sur ces plateformes-là. Aujourd'hui, on a vraiment la partie négociation et conservation qui le sont, mais la partie règlement, elle reste encore aujourd'hui sur le circuit bancaire traditionnel. Voilà. Mais là, il y aura de vrais avantages, parce que c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura une interopérabilité entre règlement et livraison, on va se dispenser de toutes les tâches back-office, de suivi des règlements livraison, des suspens. Vous avez la livraison des titres qui est évidemment arrivée à destination, mais le cash qui n'est pas parti. Donc ça va quand même très fortement simplifier les back-office. C'est très clair. Quel est au final l'impact sur le système d'information? Alors, sur le système d'information, alors nous, en tant qu'éditeur de TMS, il y a 2 impacts en fait, principaux. Il y a un impact en termes d'intégration, de communication. Ça, c'est l'impact principal en fait. C'est qu'on ne va pas intégrer de la blockchain dans notre TMS, bien évidemment. Par contre, il y a des plateformes qui existent sur le marché, aussi bien dans les 2 secteurs que j'évoquais, aussi bien pour faire du paiement que pour faire de l'investissement financier. Oui. Et donc l'objectif, c'est d'intégrer des API qui sont très bien faites en demeurant. Les API de ces acteurs-là dans Diapason pour que Diapason puisse être, notre TMS en l'occurrence, puisse être interopérable avec ces plateformes-là. D'abord dans l'émission d'un paiement ou la souscription ou l'achat d'un titre par exemple, et en réception pour réceptionner du reporting de la part de ces plateformes. Après, le deuxième impact qu'on peut mesurer, il est plus interne et il rejoint l'un des avantages que j'évoquais tout à l'heure sur la tokenisation des titres financiers. C'est qu'on a aujourd'hui dans un TMS, quand il s'adresse à des investisseurs financiers importants, toute cette problématique back-office de gestion des règlements livraison, de réception de toute une série de messages de la part du marché, du dépositaire, et donc de réconciliation de ces positions-là, de position livraison versus cash. Là, ça veut dire qu'on va très fortement alléger ces processus au sein du système. C'est très clair et donc... grâce à des acteurs comme vous, les trésoriers peuvent avancer et tester ce que ça leur apporte. On l'a compris en termes d'économie de coûts et de performance. Voilà, on l'espère. Alors, c'est vrai qu'à ce stade, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore des défis. Oui. Des défis techniques, il en reste toujours un petit peu, bien évidemment. Des défis réglementaires, je n'ai pas eu le temps de parler de la réglementation, mais qui évolue beaucoup et surtout qui est
très distinctes selon les zones géographiques. Entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, c'est quand même très très différent actuellement. Et également des défis de coordination. Parce qu'on ne l'a pas trop évoqué, mais tout ça va faire intervenir toute une série d'acteurs, privés comme publics. Donc il y a un vrai défi et un risque de fragmentation des marchés. Mais au-delà de ça, au-delà de ces risques-là, ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, il y a même si c'est très marginalement utilisé, ces technologies, on a vu entre 2023 et 2024 une très très forte progression. Donc pour nous, la question n'est pas tellement de savoir si les trésoriers vont adopter ces technologies, mais plus de savoir quand ces technologies seront adoptées. C'est ça. Merci beaucoup Frédéric Saunier pour cet éclairage. À bientôt.